Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours en compagnie de mon auteur invité de cette semaine, François Gilbert. Et François, je veux qu'on parle de Hare Krishna, un roman qui s'adresse aux adolescents. Et c'est l'histoire de Michael qui est âgé de 16 ans, qui quitte sa Beauce natale pour aller à Montréal, entrer dans une secte d'Hare Krishna. Moi, ça m'a surpris. Est-ce que tu as déjà été dans une secte d'Hare Krishna? Pourquoi avoir décidé de parler de ça? Moi, j'étais surprise quand j'ai commencé la lecture, là. J'ai découvert ce groupe-là quand j'avais 17 ans, je pense. Ils distribuaient des flyers devant le Cégep Maisonneuve, puis j'étais allée avec ma super bonne amie avec qui je faisais de l'impro. On était curieux, c'était pas loin. On est allé manger là un dimanche soir. On est sortis de là bouleversés. On les trouvait lumineux, fascinants. On avait l'impression qu'ils nous avaient hypnotisés. Je me rappelle, on était allé prendre un café au Presse Café, juste à côté, au coin d'Ontario, P9. Puis on était comme... Est-ce qu'ils nous ont enrôlés? On est-tu rendu Krishna? Qu'est-ce qui va nous arriver? On était là... C'est comme si on venait de découvrir un nouveau monde, une nouvelle façon de vivre. Puis on a tellement eu peur qu'on n'est plus jamais retourné. Et des années plus tard, j'étais allé, pour écrire La maison d'une autre, j'étais allé dans une retraite de yoga et méditation au Cambodge, où je menais une vie qui était qui ressemblait à la vie d'un moine. En fait, on se levait le matin, on méditait, on faisait du yoga, on avait du temps libre, là, j'écrivais. L'après-midi, on méditait, on faisait du yoga, on avait du temps libre, j'écrivais. Fait que j'étais entouré de gens, justement, très spirituels. Tu sais, on chantait des mantras. Tu sais, c'était très yogi, là, à puissance 1000. Puis là-bas, il y a 2 moines Krishna qui sont venus une journée faire une petite présentation, nous parler. Là, ça m'a rappelé Montréal. Puis quand je suis revenu à Montréal, je sentais le besoin de continuer à méditer, à faire du yoga, mais en même temps, j'avais ma job à temps plein que j'avais pas encore laissé. Donc, je voulais reprendre ma vie, mais je voulais pas perdre ce que j'avais gagné là-bas. Puis là, je me sentais vraiment en conflit entre qui j'étais devenu dans cette retraite-là, qui j'étais avant, qui les gens voulaient que je sois. Fait que là, j'étais comme « Oh, qu'est-ce qui se passe? » Puis là, je me suis dit, ça c'est un sujet de roman, ça. Totalement. Mais là, j'avais pas envie que ce roman-là se passe encore en lien avec l'Asie nécessairement. Puis je me suis dit, si je transposais cette histoire-là ici au Québec, qu'est-ce que je pourrais faire comme parallèle? Puis là, j'ai pensé justement au moine Krishna. Puis je me suis dit, voilà, je vais transposer ce que j'ai senti. Je vais mettre ça dans un beau petit personnage de 16 ans, puis il va être un moine Krishna. C'est comme ça que ça m'est apparu. Parce que c'est un jeune adolescent qui a plein de troubles, qui a fui la maison, qui s'est drogué et qui, là, va rencontrer par hasard, en tentant de voler quelque chose dans un dépanneur, un Krishna qui va l'amener au temple. Et là, finalement, il va se rendre compte à quel point il va être bien là-bas comparativement à la rue. Là. Ben oui, il est nourri, il est logé, les gens ont des belles valeurs, ils s'entraident, il y a beaucoup d'amour, il y a des nouvelles philosophies, il y a plein de choses à apprendre qui ressemblent pas à l'école secondaire classique, c'est-à-dire qu'on peut apprendre d'autres choses que le français, les mathématiques, l'anglais. On peut découvrir des valeurs d'entraide, des valeurs humaines, des valeurs spirituelles. Donc, puis tu sais, les moines sont complètement différents de ses amis en Beauce, des petits bums avec qui il prend de la drogue, avec qui il intimidait ses collègues de classe. Oui, il découvre un monde complètement différent, puis ça le pousse à rejeter le monde qu'il avait avant, qui l'avait rendu malade, qui avait donné envie de prendre la drogue, justement. Donc, c'est comme un 180 complet qu'il fait pendant 4 mois comme moine au temple. Et là, il va être de retour à la maison en Beauce parce que son papa vient de mourir. Ouais. Alors, il doit être là pour les funérailles. Et là, tout le monde tente d'essayer de le changer. Ah oui, c'est confrontant de le voir arriver en habit de moine, la tête rasée, la petite couette en arrière de la tête, le regard lumineux en plus, parce qu'il arrive, lui, puis il veut répandre la lumière de Krishna, puis pas question qu'il pleure la mort de son père, pendant que tout le monde autour, tu sais, est triste et déprimé et fatigué. Lui, il s'entête, tu sais, à avoir les yeux ouverts, puis à regarder tout le monde avec un grand sourire, puis à pas manger de viande, puis tu sais, il veut rester qui il est devenu, puis il se bat contre tout le monde qui est prêt à tout pour lui dire, ben non, Michael, t'es dans une secte, ça va pas bien, faut que tu retournes à l'école, ça marche pas, tu fais pas des bons choix, qu'est-ce qui se passe? Fait que oui, c'est la grande confrontation qui se prépare. C'est un jeune garçon aussi qui était très sexuel lorsqu'il était dans sa Beauce, et là, il est en abstinence totale depuis 4 mois, là. Oui.
et d'être confronté justement aux filles sur qui il y avait des yeux depuis longtemps, là. Exactement, oui, ça le travaille, tu sais, c'est toutes ces anciennes dépendances, en fait, hein, le sexe, la drogue, la viande, la popularité, l'ego aussi. Michael, c'est un enfant qui était un champion de snow, il était populaire, il y avait presque toutes les filles qu'il voulait. Donc, quand tu deviens moine, tu dois faire le deuil de ce genre d'activité, parce que être moine, c'est ne plus avoir d'ego, ne plus être cette identité qui est matérielle pour être une identité spirituelle. Mais tu sais, en revoyant ses amis, en les voyant prendre de la drogue, en revoyant les filles, surtout la fille qui avait toujours résisté, il y a comme plein de pensées en lui qui commencent à grandir, tu sais. Puis c'est contre lui-même, finalement, qu'il doit se battre plus que contre les villageois, finalement, c'est ce qu'il va découvrir. Mais ils vont mettre beaucoup de tentations sur son chemin, là, pour tenter de le faire succomber. Oui, là. ils vont loin, là. Surtout son frère, à un moment donné, parce que, bon, sa mère, en panique, l'enferme dans sa chambre pour pas qu'il retourne à Montréal, parce que c'est le projet de Michael de retourner le plus rapidement possible chez les moines dès que les funérailles sont terminées. Et son frère va aller jusqu'à glisser un joint sous la porte dans l'espoir qu'il recommence à consommer pour qu'il redevienne comme avant, tu sais. Il aime mieux le voir gelé comme une balle que le regard lumineux parce qu'il vient de méditer pendant 3 heures. Et c'est ça, puis c'est impressionnant à quel point les Krishna, ils font des prières longtemps, des mantras. En fait, 1728, si ma mémoire est bonne. Oui, parce qu'il y a un collier de billes qui ressemble à un chapelet sur lequel il y a 108 billes. Puis là, ils font tourner le collier 16 fois pour dire le même mantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Et donc ça, le répète 1728 fois par jour. Il faut le faire. Oui, c'est de la dévotion. Mais est-ce qu'il a fallu que tu fasses beaucoup de recherches sur les Hare Krishna pour pouvoir écrire le livre? Énormément. Je suis allée pendant 1 an, 1 fois par semaine, soit le dimanche soir, comme à la grande célébration, ou sinon, le mercredi soir, pendant l'été, il y avait quelque chose qui s'appelait l'espace Bhakti, peut-être que ça existe encore, où c'était comme des discussions sur des thèmes spirituels. Je suis même allée à des enseignements sur la Bhagavad Gita, qui est leur livre sacré, qui est comme l'équivalent de la Bible pour les catholiques. J'ai interviewé aussi 3 moines régulièrement. Il était ouvert à ce que tu écrives un roman là-dessus? Oui, au début, tu sais, j'ai pas dit ça d'emblée quand j'ai mis les pieds dans le temple. Au début, j'étais là en observateur anonyme. À un moment donné, il y en a qui, tu sais, comment ça fonctionne quand tu vas au temple? Ben, souvent, quand ils voient que t'es nouveau, des fois, ils viennent te voir, des fois, ils attendent, ils te regardent du coin de l'œil. Moi, après quelques fois, ils sont venus me parler. Puis rapidement, j'ai dit pourquoi j'étais là, qu'est-ce que je faisais, c'était quoi mon objectif. Puis ils étaient très à l'aise avec ça. Ah oui? Ouais. Hey, ça me surprend. Ah non, ils sont super ouverts. Mais tu sais, eux, leur but, c'est de répandre la conscience de Krishna. Donc, n'importe qui s'intéresse à Krishna, au mouvement, pour eux, c'est une chance inouïe de partager leur savoir, de communiquer leur amour de leur Dieu. Donc oui, pour eux, c'est une chance exceptionnelle. Et est-ce que tu as eu des réactions à date de jeunes qui l'ont lu? De jeunes qui l'ont lu? Non, à date, il y a juste des adultes qui l'ont lu. Mais ça fait juste, je pense, 3-4 semaines qu'il est sorti. Je sais que j'ai eu des commentaires d'une jeune de 14 ans qui a lu 30 pages. OK. Puis j'adore ça l'entendre parce que c'est très... elle a pas la même lecture que ferait un adulte, puis elle est plus dans l'émotion, puis dans les sensations, puis dans pourquoi il fait ça, puis pourquoi il y a ça, puis pourquoi... Tu sais, elle lit avec émotion. Je trouve ça magnifique de voir ça. C'est comme une autre façon d'en parler. Moi, j'étais habituée d'en parler avec mes collègues de maîtrise qui l'ont lu, puis qui ont un rapport, qui réfléchissent à la forme, au fond, au thème, qui m'en parlent en l'analysant, mais... Là, la seule jeune que je connais qui l'a lu, elle en parle avec des émotions, puis c'est comme un autre discours, puis je trouve ça vraiment, vraiment agréable à entendre. Et pourquoi l'avoir écrit pour la jeunesse plutôt que pour les adultes? Ça, c'était pas ma décision, c'est-à-dire que Coma et La maison d'une autre se passent en Asie. Et là, c'est des romans très, très littéraires, en tout cas pour moi, là, écrits au passé simple. Surtout Coma, c'est mon projet de maîtrise, ça allait être mon premier roman, tu sais, c'était comme je mets le paquet, puis je veux montrer que j'écris bien. Puis là, j'avais comme envie de me libérer de l'Asie, du passé simple, puis j'avais envie d'écrire un roman au présent, au Québec, puis de pas me casser la tête, puis... ça, c'est l'histoire que j'avais envie de raconter. Moi, j'ai pas pensé ado, tu sais, dans ma première version, là. C'est mon éditeur, en lisant, il a fait...
Et on n'est pas sûr. Peut-être adulte, peut-être ado, on hésite. J'en ai parlé avec ceux qui représentent les livres en librairie, avoir leur avis. Je l'ai fait lire au responsable de la de jeunesse. Ils pensent que oui. Pense à ça, on s'en reparle. Fait que là, moi, ça a germé dans ma tête. Puis dans ma réécriture, là, j'ai pensé à ça en réécrivant. Puis ça a changé un peu ma façon d'écrire. C'est-à-dire qu'en pensant que des ados le liraient, j'avais comme l'objectif d'être plus clair. Parce que avec Coma puis La Maison d'une autre, j'avais envie que ce soit plus ouvert, qu'on puisse interpréter des choses, qui fait réfléchir pour vraiment, tu sais, comprendre le personnage. Alors que là, j'avais envie que ce soit pas ça le travail du lecteur. Tu sais. Donc ça a influencé ma réécriture, parce qu'il y en a eu plusieurs. Ah oui, ça a pris combien de temps? L'écriture puis la réécriture? Au total, ça m'a pris 2 ans. OK, quand même. Ouais. Pour un court roman comme celui-là. Ouais. Là. Mais tous mes romans sont courts, puis Coma, c'est le plus court, puis il m'a pris 7 ans à écrire. Wow. Ouais. Mais j'aime ça réécrire, j'aime ça réfléchir, j'aime ça mettre de côté, j'aime ça réfléchir, j'aime ça y revenir. Je trouve que c'est comme ça qu'on épure. J'aime pas ça quand il y a des mots de trop. Tu sais, je veux que tout serve à quelque chose, ça demande beaucoup de réflexion. Est-ce que le travail avec l'éditeur, c'est difficile pour toi? Ah non, c'est un plaisir. Ah oui? Un bonheur. Puis même des fois, j'ai dit à mon éditeur, sois plus sévère, fais-moi travailler, j'aime ça travailler. Tu sais, pour moi, c'est le moment là, de me faire dire toutes les bitcheries possibles. D'ailleurs, j'ai une amie, une collègue de maîtrise qui est formidable pour ça. J'ai fait lire, puis j'ai dit là, fais ta bitch. Puis dis-moi tout, qu'est-ce que t'as haï, qu'est-ce qui te gosse. Puis je veux le savoir. C'est le moment, là, avant que ça soit publié, tu sais, pour que je le sache, puis que je retravaille, puis que j'améliore, puis que je peaufine. Moi, c'est... Mais ça prend de l'humilité pour faire ça. Ouais. C'est pas tous les auteurs qui sont prêts à ça. C'est ce qu'on m'a dit. Si tu me permets, François, on s'arrête et au retour, on parle de ton coup de cœur littéraire. Parfait.